Chers tous, je vous remercie d'être présents. Je vous remercie d'être toujours aussi présents, toujours aussi fidèles au rendez-vous d'ATHS. Je suis pour ma part spécialement honoré de présider cette session et d'essayer surtout de faire parler mes camarades à la faveur d'une première partie de présentation concernant ce symposium satellite Indivior sur les leçons de 25 ans d'histoire. On a procédé de la sorte, donc le professeur Maria Oriacombe et le professeur de Mathéis vont exposer sur un court moment un peu les éléments théoriques, mais pas que, hein, pour faire une photographie. Et puis, sur la configuration qui est en face de vous, on va essayer de débattre et peut-être... Bon, ça sert peut-être aussi, et même certainement aussi, quelques échanges avec la salle. Alors pour commencer, donc, je donne la parole au professeur Marc Oriacombe, que tout le monde connaît évidemment, professeur de psychiatrie et addictologie à l'université Bordeaux, chef de service d'addictologie, il est au CHU de Bordeaux, Charles Perrins, et surtout actuellement directeur du CENPSI, un CNRS, très prolifique laboratoire de recherche que j'ai eu l'occasion de visiter et de même d'auditer il y a quelques années. Merci beaucoup Marc pour ta présentation. Merci Amine, merci à tous pour être là. Et donc, sans plus attendre, je vous propose de commencer sur ce bilan qu'on m'a demandé de faire un état des lieux sur les succès, challenges et perspectives de la situation actuelle en France du traitement agoniste opiacé et dans le contexte d'un potentiel French Paradox. Vous connaissez tous ce paradoxe qui a été rapporté en France où il y a un décalage, vu de l'extérieur, un décalage où entre certains comportements de surconsommation de gras et d'alcool et par ailleurs des indicateurs de bonne santé. Et l'expérience française de l'utilisation des traitements agonistes opiacés, vu de l'extérieur, ressemble un peu à ce même paradoxe. Pour ma présentation, je me suis appuyé sur un certain nombre de documents accessibles à tous, évidemment les chapitres correspondants du traité d'addictologie, ce qui permet de faire un clin d'œil au professeur Reynaud, hein, qui a été à l'origine de ces traités, des documents de l'AFSAPS et puis des articles de la littérature plus ciblés. Donc, l'enjeu sur le traitement du trouble de l'usage des opioïdes par médicaments agonistes opiacés en France, c'est cette originalité d'avoir impliqué les médecins généralistes et quels sont les enjeux aujourd'hui. Alors juste pour rappeler la situation de l'époque, hein, jusque dans les années, fin des années 80, début des années 90, on oublie aujourd'hui tellement la situation a changé, mais la France était par rapport aux autres pays européens dans une situation assez particulière avec une prévalence extrêmement élevée du HIV et du HCV qui augmentait chaque année et qui était à des niveaux beaucoup plus importants que dans les pays européens, avec uniquement une minorité, alors comme beaucoup de pays européens à l'époque, mais moins qu'un certain nombre d'autres pays européens quand même, avec on estimait que 15 à 20% des utilisateurs d'opiacés, de substances illégales, de la voie intraveineuse étaient en contact avec le dispositif spécialisé. Et puis, cette augmentation croissante depuis la fin des années 70 d'environ 10 à 15% par an de la mortalité par overdose. Donc, tout ça a abouti à la fin des années 90, à la fin des années 80, début des années 90, à un consensus pour un changement. Alors tout le monde n'était pas d'accord sur ce qu'il fallait changer, mais il y avait un consensus pour un changement. Et le changement, il s'est appuyé sur un certain nombre de points. Introduire le dispositif de santé normal, notamment les soins primaires dans la prise en charge des addictions, ce qui à l'époque était révolutionnaire, puisque les recommandations étaient surtout pour les addictions, notamment les toxicomanies, ne vous en occupez pas, c'est trop complexe, il faut laisser ça juste aux seuls spécialistes. L'autre enjeu, c'était d'augmenter le nombre de personnes en traitement, notamment avec des traitements tels que la méthadone et la buprenorphine, qui était notamment la méthadone utilisée dans les pays autour de nous, et puis stabiliser la mortalité par overdose et contrôler la prévalence du HIV et du HCV. Alors, a priori, à l'époque, que pouvait apporter l'introduction de la buprenorphine, qui jusque-là n'était pas utilisée à grande échelle dans le monde, il y avait juste des essais thérapeutiques particuliers, alors que la méthadone était un médicament connu, disponible depuis très longtemps. Ben, c'est effectivement le profil pharmacologique de la buprenorphine qui change les choses, sa sécurité d'utilisation qui fait que même mal utilisée
les dommages collatéraux sont réduits, ce qui permet du coup de rendre le traitement beaucoup plus accessible du fait d'une réglementation beaucoup plus cool, plus relaxe, parce qu'on n'est pas inquiété des dommages collatéraux, comme on peut l'être à juste raison pour la méthadone, et tous les pays où la méthadone est disponible, il y a un cadre réglementaire qui assure cette sécurité nécessaire, mais qui du coup est un obstacle partiel pour l'accès aux soins. Alors vous savez, dans le contexte français, la méthadone a été mise à disposition à partir de début 1995. Elle est donc traitée, il y a un cadre réglementaire très structurant. Ça se fait par un médecin en XAPA ou en établissement de santé. Et la délivrance est encadrée par la réglementation, ou par la réglementation, on doit délivrer sur place, surveiller. Et puis, il y a un accompagnement par les dosages urinaires, donc un contrôle réglementaire qui laisse peu de marge de manœuvre pour le clinicien. À la différence, la buprenorphine, qui a été mise à disposition 1 an plus tard, a un statut grosso modo de médicament normal, et donc, c'est-à-dire que toute la responsabilité de l'encadrement et de la prise en charge repose sur l'initiative du médecin, mais l'avantage, c'est que donc il peut personnaliser et adapter aux besoins particuliers de chacun des patients. Alors, quels résultats ça a donné? C'est des données connues de tout le monde. En un espace de quelques années, 3-4 ans, on est passé de à peine quelques centaines de personnes traitées par méthadone ou buprenorphine à donc près de 80 000, plus de 80 000 personnes traitées par méthadone et buprenorphine. Évidemment, au début, du fait de l'accès, beaucoup plus par buprenorphine que par méthadone. L'autre élément très important, c'est que concomitamment à l'augmentation du nombre de patients en traitement, on a vu une chute des overdoses. Et cette chute, quand on regarde dans le détail, elle est concomitante, elle suit le rythme d'absorption, d'admission de patients en traitement. Et puis, à la même époque, on a vu une chute des nouveaux cas de VIH et une chute des décès par le VIH. Ça, ce n'est pas juste un effet de la disponibilité de la méthadone et de la buprenorphine, puisque à la même époque, vous le savez, les programmes d'échange de seringues ont été étendus, développés, et sont des contributeurs majeurs aux contaminations virales, indépendamment des comportements d'usage et de consommation. Donc les premières conclusions à ce niveau-là, à l'époque déjà, et les premiers problèmes que nous avons aujourd'hui aussi, c'est d'abord les éléments positifs. En 5 ans, la France a augmenté le nombre d'usagers problématiques d'opiacés en traitement, multiplié de plus de 2. Hein, et maintenant, avec le recul, on sait qu'on est à 3 fois plus, puisqu'on estime aujourd'hui qu'on est le pays européen où l'accès est le plus important, mieux qu'en Hollande, et puisqu'on estime que près de 80-85% de la population cible est en traitement. Réduction de la mortalité par overdose de 80%, et cela concomitamment à des actions relativement simples, relativement faibles en coût, puisque impliquer un dispositif qui était déjà là, les médecins de première ligne, et puis faire de la buprenorphine une prescription de première intention, accessible à tous, y compris pour les médecins de recours, mais surtout pour les médecins de première ligne, et puis garder la méthadone comme traitement de recours dans les centres où il y a plus de sécurité et où aussi il y a un staff plus renforcé. Du coup, de nouveaux défis sont apparus, c'est-à-dire comment maintenir ces traitements, puisqu'on sait bien qu'on est dans un modèle de maladie chronique, donc ces traitements ils sont efficaces, mais ensuite, pour maintenir l'efficacité, il faut les garder, donc ça c'est un enjeu. Et puis la prise en charge des patients buprenorphine problématiques, puisque c'est le traitement d'entrée, tout le monde ne peut pas bénéficier de ce traitement d'entrée, et quand les gens doivent passer à autre chose, soit un cadre de prise en charge plus renforcé ou changer de molécule, comment ça se fait? Et ça, c'est l'enjeu de l'interaction entre soins primaires et soins secondaires, hein, soins de première intention et soins de recours. Il y a aussi eu un élément, c'est une perception négative croissante du fait même du succès. Donc, la majorité des gens, donc le contexte français a totalement changé, puisque le toxicomane central, il était dans la rue, et il mourait dans la rue, donc on n'est pas concerné. En les incluant dans les prises en charge, ils ont beaucoup plus décédé, mais du coup, ils sont devenus beaucoup plus visibles.
Et donc, on a ce paradoxe de résultats qui sont clairement positifs, et le reste du monde regarde l'expérience française et tente de le reproduire dans les différents pays, mais les patients problématiques restent visibles de tous, alors que les patients les meilleurs, entre guillemets, ceux qui bénéficient le mieux du traitement, deviennent invisibles, d'autant plus que du fait du stigmate associé à l'addiction, dès que ça ne se voit plus, les patients sont heureux de devenir invisibles. Alors, quels sont les enjeux aujourd'hui ? D'abord, il y a un élément important, c'est une stabilité de la population couverte par l'assurance maladie pour la méthadone et la buprenorphine. Grosso modo, depuis 2010, le nombre de patients est stable. Ceux qui partent sont compensés par ceux qui arrivent, mais il n'y a pas d'augmentation des patients, et c'est un peu logique puisqu'on est à 85-90% de la population cible, et on ne peut jamais avoir 100% de la population cible en traitement. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Et on est à près de 160 000 au total patients pris en charge, alors que les estimations de la population cible sont autour de 200 000 ou un peu moins. Ensuite, il y a un maintien du contrôle de la mortalité par overdose opiacée. Vous le voyez sur ce graphique, au cours du temps, les choses sont assez stables, mais il faut rester vigilant parce qu'il y a des nouveaux indicateurs, et Maurice de Mattéis va parler des enjeux. Un élément important, c'est que on a des choses qui étaient prévisibles, c'est pour ça que le système français s'est organisé comme ça, c'est qu'il faut rester attentif au fait que la mortalité relative collatérale induite par la méthadone est plus importante que celle induite par la buprenorphine. Le risque associé à la buprenorphine, même mal fait, est très réduit, alors qu'avec la méthadone, si le médecin est inattentif, si l'infirmier qui délivre fait une inadvertance entre 10 et 100 mg, si le patient lui-même se prend les pieds dans ces différents dosages, il y a un risque de dommage collatéral. Ceci dit, tous les décès induits sont quasiment tout le temps, comme vous le voyez sur ce graphique, associés à d'autres médicaments. Les cas isolés où il n'y a que exclusivement la méthadone ou que exclusivement la buprenorphine sont très faibles. Dernier point, et j'ai presque terminé, c'est l'enjeu c'est pas juste de démarrer ces traitements, c'est d'y rester. Alors là, c'est un peu comme le verre à moitié plein, à moitié vide. Moi, je pense que ce résultat, il est plutôt positif. Quand on regarde avec le temps, eh bien, il semble que un peu moins de 50% des personnes qui démarrent un traitement, au bout d'1 an et au bout de 5 ans, sont toujours en traitement. Donc là aussi, si on compare par rapport aux autres maladies chroniques, ce n'est pas un mauvais résultat. L'autre élément, c'est le dosage optimal. On sait tous maintenant, comme pour toutes les thérapeutiques, comme beaucoup de thérapeutiques, il y a une relation entre la dose prescrite et l'efficacité, et un besoin aussi d'ajuster au niveau individuel. Alors, quand on regarde actuellement, parmi l'ensemble des personnes traitées, la dose moyenne de buprenorphine est de 8 mg, la dose moyenne de méthadone est de 50 mg, alors que les recommandations des sociétés savantes pour la buprenorphine, c'est plutôt entre 16 et 32 mg, et pour la méthadone, à la louche, entre 100 et 200 mg. Donc c'est vrai que là, la question peut se poser, est-ce qu'on est sous-dosé? Mais en même temps, c'est une population qui mélange des personnes qui démarrent des traitements, donc qui sont à faible dose, des gens qui sont traités depuis 10-15 ans, et donc qui peuvent avoir eu des ajustements individuels. Donc, comment interpréter ce chiffre? Je pense que ce n'est pas évident. Ce qu'il faut garder en tête, juste un petit rappel, et comme l'avait rappelé Icro Marimani dans sa présentation hier, il y a un effet dose-réponse, et suivant qu'on cible l'analgésie, le syndrome de sevrage ou le craving, on va avoir besoin de dosages différents et on va avoir une efficacité considérablement différente. C'est cette personnalisation qui est très importante. Dernier point, et ça c'est vraiment l'enjeu pour l'avenir, c'est la démographie médicale. Alors, de tout temps, une minorité de médecins a pris en charge une majorité de patients. Mais ça, c'est des choses qu'on trouve un petit peu dans toutes les pratiques médicales. Il y a des médecins qui sont plus intéressés par certaines choses. Mais le gros problème dans le contexte actuel, c'est que le nombre de médecins généralistes impliqués en valeur absolue semble diminuer. Et ça, c'est un enjeu parce que le nombre de patients, lui, ne va pas disparaître et qu'aujourd'hui, on sait que l'addiction opiacée pose un problème de santé publique et individuelle très important, mais l'enjeu, c'est l'addiction à l'alcool et au tabac. Et il faut absolument que les médecins qui font l'un puissent faire l'ensemble, et sans oublier les addictions sans substance
comme nous l'a montré Olivier Simon dans le symposium de ce matin, tels que le jeu excessif, qui ont des conséquences individuelles et sociétales très importantes. Donc en conclusion, pour résumer, nous avons des thérapeutiques efficaces pour l'addiction aux opiacés, mais pour les autres addictions, l'enjeu, c'est de les rendre accessibles et dans la durée. On a besoin d'une certaine synchronie et ne pas oublier de monitorer le craving. Je vous remercie. Oui. Merci beaucoup. Je propose... Ah, déjà? Non, je propose que l'on enchaîne. On va donner du temps qui soit conséquent, parce que les présentations sont complémentaires de Maurice, et puis ça sera plus simple. Mais là de côté. Merci. Est-ce qu'on entend bien? Oui, là c'est bon. Parfait. Mais du coup, effectivement, on va voir un petit peu la problématique des analgésiques opioïdes. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit bien effectivement que cette histoire a évolué, évolution sociétale, évolution de la problématique des addictions en général. Et on voit bien que finalement, avec la société, l'accessibilité aux produits change. Et on va voir effectivement que parmi cette accessibilité, on va voir la problématique des analgésiques opioïdes. Là, ce sont mes liens d'intérêt. Voilà, hop, voilà. Quand on regarde finalement le continuum de tous les patients qui aujourd'hui donc vont bénéficier d'un traitement par antalgique opioïde, eh bien, on va le voir, donc une prévalence qui finalement était souvent sous-estimée, et surtout la problématique de la douleur chronique. On considère une douleur chronique à partir de 3 mois d'évolution, c'est 20% des adultes. 20% des adultes, et plus on avance en âge, et plus cette problématique est fréquente, ça serait 30 à 40%. Et ça, ce ne sont pas que des chiffres français, c'est dans le monde entier. Donc la problématique de la douleur chronique, aujourd'hui, est une des premiers motifs de consultation en médecine générale. D'où l'importance, effectivement, que les médecins généralistes se réengagent, se réinvestissent dans la problématique des opioïdes. Car, bien entendu, à partir du moment où il y a cette symptomatologie, il va y avoir une réponse thérapeutique, et parmi les réponses, on verra, il y a la prescription d'antalgiques opioïdes. Et effectivement, on voit que lorsqu'on regarde la prévalence de prescription des antalgiques opioïdes dans la douleur chronique, qui n'est d'ailleurs pas forcément la meilleure indication, eh bien là aussi, en fonction de l'indication, ça peut aller d'un peu moins de 6% à près de un quart des patients, voire un tiers des patients. Si ce n'était que ça le problème, je dirais, parce que finalement c'est toujours une balance bénéfice-risque, c'est que bien entendu derrière, il peut y avoir toutes les problématiques de troubles de l'usage qui vont apparaître, et là aussi pendant longtemps on a sous-estimé la problématique, et là la littérature montre que finalement les problématiques pourraient être un peu plus fréquentes. Et y compris, vous voyez, quand on prend maintenant les dernières classifications, donc avec le trouble de l'usage, on s'aperçoit que ça pourrait toucher jusqu'à 40% près de 40% des patients. Alors, le plus souvent des troubles de l'usage, forme légère, mais vous voyez, des formes modérées à sévères qui correspondent aux chiffres qu'on avait ici. Et vous voyez, l'usage problématique, en gros, c'est un patient sur 3. Donc, ce qui veut dire que la problématique de la douleur chronique, elle est très présente. La prescription des opioïdes, donc dans cette indication, eh bien, peut à un moment donné poser problème, puisque finalement on s'aperçoit que la problématique du trouble de l'usage est aussi fréquente dans cette situation, d'où l'importance effectivement que le médecin généraliste soit bien avisé par rapport à cette problématique. Et puis il y a tout le problème de la pseudo-addiction, puisque finalement ce ne sont pas forcément des médicaments indiqués ou pertinents dans l'indication. On va avoir des patients finalement qui vont avoir un comportement qui ressemble à une addiction, mais tout simplement parce que leur douleur n'est pas correctement gérée, et du coup ils vont surconsommer parce que le patient fait en fonction de ce qu'il pense savoir, et ça on a le même problème avec les anxiolytiques, donc les benzodiazépines, que ce soit dans la problématique anxieuse ou dans les troubles du sommeil. Donc d'où l'importance à un moment donné de pouvoir décortiquer tout ça. Alors, ça tombe bien, il y a Nicolas Autier qui est présent donc dans l'auditoire et président de l'OFMA, et on voit bien finalement que lorsqu'on regarde en population générale les décès toxiques par antalgiques, là aussi,
Représentation, accessibilité et représentation des médicaments. Eh bien, regardez donc les médicaments qui aujourd'hui sont à l'origine de décès plus élevés. C'est d'abord le tramadol, un opioïde faible, et en troisième position, la codéine, encore un opioïde faible. Vous voyez, finalement, on a tendance à se dire, bon, bah, c'est sur des opioïdes faibles, donc ils sont moins dangereux, mais non. À partir du moment où ils ne sont pas utilisés correctement, et il y a une dangerosité. Et puis en deuxième position, la morphine. Voilà, donc on a des médicaments très accessibles qui vont être utilisés pas forcément de manière appropriée et avec effectivement des représentations faussement rassurantes parce que ce sont notamment des médicaments. Et puis l'oxycodone qui à un moment donné avait pris la troisième place est revenu en quatrième position après la codéine. Donc la problématique des opioïdes antalgiques qui, vous voyez, donc progressivement augmente le décès, donc ce qui veut dire, et c'est vraiment sous-estimé. Donc c'est important donc qu'on soit au clair par rapport à ça et que justement on puisse faire de la prévention. Alors, car effectivement, vous voyez, si on a souvent une image, on va dire parfois caricaturale, du consommateur de produits licites, finalement, la problématique des antalgiques opioïdes, c'est monsieur, madame, tout le monde. Et effectivement, on va voir donc tous les âges, y compris les personnes âgées, toutes les classes sociales, dont la porte d'entrée, ça sera bien diminuer la douleur physique, mais malheureusement, comme on l'a dit tout à l'heure, les 2/3 de ces patients ont une douleur qui n'est pas correctement contrôlée, et la moitié d'entre eux ont une qualité de vie altérée. Donc autant vous dire que quand psychologiquement parlant, on n'est pas très bien. Finalement, le produit, si au départ il est prescrit pour de la douleur physique, on va passer à la gestion de la douleur psychique. Finalement, les patients vont s'apercevoir que ça réduit aussi l'anxiété, ça réduit aussi les troubles du sommeil. Et in fine, on a des patients, d'autant plus que la moitié d'entre eux ont très souvent des vulnérabilités psychiatriques associées. Le médicament va prendre une place particulière dans effectivement le fonctionnement des patients. Et là, eh bien, ce sont des patients qui, pendant longtemps, vont avoir une problématique où il n'y a pas forcément de réponse. D'abord, c'est pas forcément pas facile de dire j'ai un problème avec le médicament, j'ai une addiction, parce qu'aujourd'hui, la société renvoie une image très stigmatisante des addictions, quelles qu'elles soient, pas uniquement les produits illicites, et c'est pas facile non plus pour les médecins de dire j'ai induit quelque chose. Et on a parfois des patients qui arrivent finalement, ils viennent vers nous parce qu'ils ont trouvé notre adresse sur Internet. Ce n'est pas forcément leur médecin qui leur a dit, ce n'est pas forcément les oncologues lorsqu'on est dans le cancer. Là, il faut se dire, on a des patients qui viennent du champ du cancer. Donc, vous voyez qu'on passe dans autre chose. Et donc, dans cette addiction sur prescription, eh bien, on peut avoir une sous-estimation importante du problème et surtout des patients, finalement, qui, pendant longtemps, ne vont pas être pris en charge. Donc, d'où l'importance de la prévention. Ce sont des médicaments qui sont importants et il est important de faire en sorte, effectivement, que ce soit des médicaments qui posent le moins de problèmes possible. Donc, l'importance d'abord de respecter l'indication médicale et les modalités de prescription de ces médicaments. Et là, on s'aperçoit finalement, les patients qui viennent nous voir, qu'il y avait très clairement, on aurait pu faire de la prévention, on aurait pu éviter des problèmes. Repérer, lorsque l'indication est bien posée, repérer les sujets à risque. Alors, il y a un outil que vous avez certainement entendu parler, c'est l'Opioid Risk Tool, qui a été développé par Webster il y a quelques années. Alors, quand on regarde les différents items, on s'aperçoit que très clairement, c'est un outil qui a des limites. On voit bien qu'ils ont oublié plein de choses dans ce questionnaire, parce que finalement, on va s'apercevoir que, y compris lorsqu'on est fumeur de tabac, eh bien, on augmente le risque finalement d'avoir une addiction aux opioïdes à visée antalgique. Mais il y a plein de choses qui ont été oubliées dans les troubles anxieux qui sont hyper classiques dans la prise en charge de nos patients. Les syndromes de stress post-traumatique sont ultra fréquents. Et vous voyez qu'il y a plein de choses qui ont été oubliées donc, dans ce questionnaire. Donc, il y a deux questions très simples à avoir en tête. Vous voyez, si on n'a pas besoin d'avoir un outil supplémentaire, deux questions. Finalement, avez-vous des antécédents personnels ou familiaux de troubles psychiatriques ou d'addiction? Et donc, on balaye large. Et avec ça, on sait que potentiellement, la personne est plus à risque de développer un trouble de l'usage. Une fois effectivement qu'on a repéré donc le patient, si le patient est à risque et que l'indication médicale est bien posée, qu'on respecte bien les modalités de prescription, c'est le contrat thérapeutique. Là aussi, comme pour d'autres classes de médicaments, c'est finalement quels sont les objectifs du traitement, quelle est la dose qu'on va atteindre, la durée, parce que là aussi on s'aperçoit que c'est pas la peine effectivement le traitement dure trop longtemps. Si ça ne marche pas, c'est que c'est pas la bonne stratégie. Et puis bien entendu, une douleur, ce n'est qu'un symptôme. Il est évident qu'il faut traiter la cause de ce symptôme, la cause de cette douleur, puisque finalement, l'opioïde va juste réduire donc l'intensité de la douleur, mais pas gérer la cause de la douleur. Et puis, bien en compte, les vulnérabilités individuelles, dont effectivement, on verra donc le sommeil qui est essentiel donc, chez ces patients et tout le contexte socio-environnemental.
Le monitoring, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, donc en termes de dose, finalement, on s'aperçoit que lorsqu'on verra les recommandations de la Société française d'évaluation et de traitement de la douleur, qui avait fait des recommandations en 2016, et au-delà de 150 mg par jour, on est vraiment passé de l'autre côté, on est du côté obscur, je dirais, mais il semblerait, selon la littérature, qu'on pourrait même descendre, vous voyez, donc ce seuil à 120 mg par jour, et là aussi, au-delà de 3 mois de traitement et on n'a pas d'efficacité, c'est clairement, il faut revoir sa copie, d'où la question de réévaluer le traitement, réévaluer, bien entendu, donc l'efficacité de son traitement, et puis repérer, d'autant plus si le patient est à risque, des situations donc à mésusage qui peut prédire un trouble de l'usage. Et là, il y a un autre outil, c'est le POMI pour Prescription Opioid Misuse Index, qui va, vous voyez, sur la base de 6 items, là c'est facile, et bien voir finalement dans quelle mesure il existe donc un trouble, du moins un mésusage, qui s'intègre ou pas dans un trouble de l'usage. Est-ce que vous arrivez de prendre plus de traitements, plus souvent, renouveler plus tôt, et puis vous voyez, on va repérer des signes psychiques, psychoactifs, vous sentir bien ou euphorique, ou faire face, gérer effectivement mes difficultés, et puis un nomadisme. Et en fait, il suffit d'avoir 2 items de positif, vous voyez, pour se dire qu'il se passe quelque chose. Donc, une fois qu'on a fait tout ça, c'est qu'on a repéré effectivement qu'il y a un problème, c'est la prise en charge, bien entendu. Et là aussi, vous allez voir qu'il y a des règles qui sont assez simples. Et ce qui est très important, c'est finalement que ce soit avec ou sans douleur, c'est toujours les mêmes objectifs. Et finalement, on va rejoindre des objectifs qui sont ceux de la prise en charge d'une douleur. C'est aider le patient à restaurer son autonomie fonctionnelle, améliorer sa qualité de vie. Donc, c'est vraiment des objectifs fonctionnels. Ça, c'est très important. Hein, donc, ces objectifs fonctionnels. Et donc, on va avoir des approches multiples, intégrées, intégratives, globales. Donc, pour la prise en charge de ces patients, puisque vous avez vu que très souvent, il existe des vulnérabilités individuelles et environnementales. Alors, finalement, ce set d'algorithme qu'on vous montre là, il s'applique quel que soit l'opioïde. Là aussi, il y a eu très souvent dire, oui, mais si c'est un opioïde faible, un opioïde fort, non. Le raisonnement, si effectivement, donc, il y a un trouble de l'usage, eh bien, on va voir, donc, on va pouvoir appliquer la même stratégie. Après, c'est selon qu'il y ait existence ou pas d'une douleur que ça va pouvoir effectivement, donc, moduler la prise en charge. S'il n'y a pas de douleur, finalement, on peut tout à fait donc aider le patient à réduire progressivement ses consommations. On va dans un sevrage, mais un sevrage progressif, car on sait très bien, si on fait un sevrage rapide, aigu, potentiellement, eh bien, ça peut mettre à mal le patient. Et comme je vous l'ai dit, qu'il y a très souvent des vulnérabilités psychologiques sous-jacentes, si on réduit trop rapidement, autant vous dire que le patient va vous le faire savoir, puisqu'il y a une recrudescence anxieuse, il va moins bien, et le risque, bien entendu, en fonction de la sévérité de l'addiction et des comorbidités, le risque, c'est soit le transfert d'addiction, finalement le patient, on lui enlève ce qu'il aidait, il va basculer sur autre chose. L'autre chose, ça peut être l'alcool. Je vous rappelle que chez les douloureux chroniques non cancéreux, 25% d'entre eux consomment de l'alcool à visée antalgique. Vous voyez, d'où l'importance effectivement de balayer large à chaque fois les différentes consommations. Et sinon, c'est la rechute. Or, la rechute, je peux vous dire qu'on a des patients qui ont parfois des niveaux de consommation très élevés. Et si effectivement on leur a permis d'arrêter l'usage, la prise de ces médicaments, et que très rapidement, en quelques jours, on va dire une quinzaine de jours, on perd cette tolérance, et que le patient reprend les consommations qui étaient initialement tolérées, le risque, c'est l'overdose, bien entendu, potentiellement mortelle, d'où l'importance de pouvoir proposer l'analoxone aussi chez ces patients. Sinon, donc, si un sevrage plutôt progressif et personnalisé, là aussi avec une diminution progressive, en fonction de l'évaluation clinique, l'importance, voyez, d'évaluer systématiquement les patients. Sinon, le traitement par agoniste opioïdergique, et effectivement, que ce soit la buprenorphine ou la méthadone, on va voir que ce sont des médicaments qui peuvent aider les patients. Et alors, tout souvent, lorsqu'on leur propose ce type de stratégie, les patients me disent « Mais attendez, là j'ai développé une problématique avec un médicament morphinique, pourquoi vous voulez me remplacer un produit par un autre? Finalement, vous avez juste déplacé le problème. » Eh bien, en fait, encore une fois, d'où l'importance de la pharmacocinétique, finalement, que l'opioïde soit licite ou illicite, à partir du moment où il va déréguler le patient, finalement, notamment quand on a des médicaments, très souvent on voit qu'il y a des patients qui viennent avec des médicaments d'action rapide mais courte, et ça, finalement, ça reproduit le modèle de ce qui va entraîner, finalement, donc une dérégulation émotionnelle que l'on voit dans les addictions. Et in fine, non seulement les patients vont développer une tolérance, et donc, finalement, ils vont consommer pour gérer l'absence du produit. Ce qui est très intéressant avec les traitements de substitution type buprenorphine ou méthadone, c'est leur longue durée d'action qui, on le sait, va supprimer le phénomène de yo-yo induit par les prises intermittentes, que ce soit un produit illicite ou un produit licite.
Et ça, rien que ça, en quelques jours, ça permet de réduire massivement les scores d'anxiété-dépression. Nous, dans le service, on fait systématiquement une échelle anxiété-dépression à chaque consultation, y compris dès la première, ça va très très vite. Et en une semaine, quand on évalue le patient au début, et au bout d'une semaine, les scores s'effondrent. Donc, rien que le fait de supprimer ce yo-yo a des vertus thérapeutiques. Alors ça, vous pouvez le faire finalement avec le traitement de substitution, mais vous pouvez restructurer le traitement antalgique de votre patient. Si finalement vous apercevez que le traitement qu'il avait n'était pas adapté parce qu'il avait finalement l'absence de traitement de fond, finalement lorsqu'on rectifie le traitement antalgique du patient en passant finalement sur des morphiniques d'action plus longues, eh bien ça contribue aussi finalement à restabiliser le patient. Donc, vous voyez, finalement, c'est assez logique. Ça, c'est important à l'avoir en tête, hein, parce que, encore une fois, vous voyez, donc, si au début, je consomme, ça m'aide, au final, la répétition des consommations, ça me dérégule, et les patients, lorsqu'ils viennent nous voir avec une addiction aux antalgiques opioïdes, ils ont une symptomatologie anxieuse dépressive importante, d'où important, donc, de les évaluer, mais de voir ce qui revient, effectivement, de ce qui a été développé par l'addiction elle-même. Donc, bien entendu, adapter le traitement, comme vous l'a montré Marc Oriacombe dans son précédent diaporama, on va là aussi adapter en fonction de la symptomatologie, en fonction de l'existence d'un craving et d'autres dimensions, effectivement, qui contribuent d'ailleurs au craving. Notamment, on a vu la fréquence des vulnérabilités associées chez ces patients. Alors, quel traitement de substitution pouvoir proposer? Là, il faut être cohérent. À partir du moment où il n'y a pas de douleur, eh bien là, il est évident que la buprenorphine en première intention, chez le médecin généraliste, c'est très facile. Et c'est vrai qu'on a très souvent des médecins qui nous appellent et ils disent « qu'est-ce que je pourrais faire ?» Et finalement, ils disent « mais l'outil, vous l'avez », sauf que, vous voyez, ils n'ont pas forcément raccroché ce qui, beaucoup d'entre eux savaient faire avec l'héroïne, n'ont pas forcément compris qu'ils pouvaient le faire aussi avec les antalgiques morphiniques. Donc ça, c'est important. La buprenorphine donc, est tout à fait d'actualité et en première intention, et d'autant plus qu'il n'y a pas de douleur. Par contre, effectivement, si on est dans une situation avec de douleur qui est difficile à gérer, qui nécessite des associations de médicaments, où il y a un contexte particulier d'autres comorbidités, la méthadone pourra être proposée donc en deuxième intention ou chez le spécialiste. Donc, je vous rappelle quand même qu'on ne peut pas associer effectivement la buprenorphine avec des paliers 3, hein, puisqu'il y a un phénomène de compétition. Donc là, effectivement, il faut connaître un peu la pharmacologie. Ce qui est très intéressant, c'est d'avoir une palette thérapeutique. Et finalement, si on peut tout à fait commencer par un sevrage progressif d'un côté, ça ne marche pas, on peut proposer ensuite le traitement par agoniste opioïdergique, ou à l'inverse, on peut tout à fait commencer par le traitement par agoniste opioïdergique, et finalement, on s'aperçoit que ça aide rapidement le patient, ça permet de stabiliser les choses, et après, on peut tout à fait donc faire un sevrage progressif de l'agoniste. Par contre, quand il y a de la douleur, c'est là que ça devient un peu plus compliqué, parce que là, ça nécessite effectivement des connaissances cliniques un peu plus poussées, notamment, on va le voir, dans le champ de la douleur. Et là, je pense qu'il y a quelque chose à réinvestir effectivement en médecine générale. Donc, finalement, si le patient est encore douloureux, est-ce que c'est la progression de la maladie? Est-ce que c'est une hyperalgésie induite par les opioïdes? Est-ce que c'est finalement un phénomène de tolérance? Donc, du coup, il a besoin de doses plus importantes pour traiter. Ou au contraire, on a des phénomènes de sevrage. On a des patients, quand ils font des yo-yo avec des prises intermittentes, ou parce que ce sont des médicaments qui ont une courte durée d'action, quand on reprend l'entretien avec les patients, on s'aperçoit que finalement, ils ont des douleurs de fin de dose. Vous voyez, d'où l'important de restructurer donc les traitements. Et finalement, c'est une vraie enquête au travers de l'entretien. Est-ce que finalement, on a une addiction ou une pseudo-addiction? Autant vous dire, vous voyez, donc ce qu'on disait tout à l'heure, donc la pseudo-addiction, finalement, comme la symptomatologie persiste, le patient, finalement, il gère avec ses propres moyens. Et bien, parfois, on a l'intrication de tout ça. On va se retrouver avec tout ça, effectivement, donc chez nos patients, d'où l'importance, effectivement, de bien caractériser sur le plan clinique. Et c'est vrai que les médecins sont parfois en difficulté pour prendre en charge ce type de situation, mais je peux vous dire, pas que les médecins généralistes, y compris les centres de la douleur. Donc, d'où l'importance à un moment donné de restructurer le traitement, et on verra que la restructuration du traitement, finalement, c'est pas que des médicaments, hein, on le sait aujourd'hui, finalement, et notamment dans la douleur chronique, hein, on entend souvent le slogan « le traitement, c'est le mouvement », et bien on verra effectivement que les approches donc non pharmacologiques, donc kinésithérapiques, sont essentielles, et nous, on n'a jamais autant prescrit de kinésithérapie à nos patients, donc le travail avec le terrain, le travail avec les partenaires de la ville sont essentiels. Et bien entendu, donc, tout ça, ça peut permettre de résoudre le trouble et proposer des médicaments plus adaptés au type de douleur. Encore faut-il identifier le type de douleur dont souffre le patient.
Donc dans certains cas, ça permet de régler le problème. Sinon, on a encore la possibilité d'utiliser des traitements par agonistes opioïdergiques, buprenorphine, méthadone, là aussi en fonction de la symptomatologie, en fonction des associations. Et puis toujours le traitement de la cause de la douleur et des vulnérabilités associées. Là, juste pour montrer, vous voyez, les recommandations de bonnes pratiques qui avaient été publiées par la Société française d'évaluation de traitement de la douleur sur le type, sur les douleurs neuropathiques. Vous voyez, pas d'opioïdes en première intention, hein, donc c'est plutôt les antidépresseurs tricycliques et de type IRSNA. Et puis les antiepileptiques, mais maintenant on a vu que la prégabaline a été, vous voyez, une situation particulière a été mise en deuxième position après la gabapentine. Sinon, vous voyez, les lombalgies chroniques, antalgiques de niveau 1 2, les anti-inflammatoires, traitements locaux, exercice physique, bien entendu, et puis les arthroses, antalgiques niveau 1 2, anti-inflammatoires, exercice physique, rééducation. Et puis, vous voyez ce qu'on vous disait, donc les deux drapeaux, attention, hein, donc, pardon, excusez-moi. Voilà, donc plus de 3 mois en l'absence d'efficacité, eh bien ça veut dire que ce n'est pas le bon traitement. Et puis, vous voyez, donc si on est à partir de 150 mg par jour d'équivalent de morphine, là aussi, si ça ne marche pas, c'est qu'il faut se poser des questions, bien entendu, sur la stratégie thérapeutique qui est proposée. Et puis, théoriquement, pas de morphinique dans les douleurs suivantes, les maladies dites dysfonctionnelles, les douleurs dites nociplastiques, comme la fibromyalgie, les céphalées primaires dans la migraine. Autant vous dire qu'on a un certain nombre de ces patients qui viennent nous voir, qui ont des problématiques, effectivement, de troubles de l'usage opioïdé et qui souffrent, en fait, de ces problématiques-là. Donc, vous voyez que ce n'était pas forcément, finalement, les bons candidats pour ce type de traitement. Comme je vous le disais il y a un instant, la prise en charge de la douleur, mais finalement, c'est la même chose pour les addictions. Finalement, on voit bien qu'il y a des voies finales communes dans les prises en charge, les mêmes stratégies communes entre la douleur et les addictions. Au-delà des médicaments, c'est toutes les approches non pharmacologiques qui sont essentielles. Vous voyez, donc non seulement le remise en mouvement, mais vous voyez, c'est toutes les approches d'apaisement, de gestion, de relaxation, beaucoup de tensions anxieuses. Le sommeil qui est majeur, qui est central, la fréquence des troubles du sommeil chez ces patients et l'importance de les prendre en charge, les rythmes de vie sont donc essentiels. Et bien entendu, donc, toutes les stratégies de relaxation, de thérapie cognitivo-comportementale qu'on va retrouver aussi bien dans les deux domaines. Et ce qui est très intéressant, lorsque les médecins généralistes posent des questions et qui se sentent désemparés, on dit mais en fait vous savez déjà tout faire. On va vous montrer, vous voyez, toutes ces choses-là que vous faites habituellement dans un autre contexte, eh bien vous savez l'appliquer, mais dès qu'on est en situation de douleur avec troubles d'usage opioïdé, ils ont l'impression de ne plus savoir alors qu'ils ont déjà tout. Mais il faut faire un travail d'accompagnement pédagogique, les rassurer, leur permettre de se réinvestir effectivement dans cette problématique. Car effectivement, là, soit on a la situation la plus simple ici, et dans ce cas-là, bon, ça ne nécessite pas de grandes compétences en addictologie. Par contre, il est évident, dans la situation où les douleurs sont pas claires, il y a une instabilité psychiatrique, il y a une addiction, voire plusieurs addictions, il y a un contexte socio-environnemental qui est défavorable, il est évident que là, il va falloir effectivement travailler en réseau et savoir pouvoir s'appuyer sur des compétences diverses et variées, donc aussi bien que les structures hospitalières, mais aussi les structures de ville, l'EXAPA, et puis, vous voyez, l'importance effectivement de l'accompagnement. Le pharmacien est majeur dans l'accompagnement de ces patients, les infirmières, et puis vous voyez, on peut aller très très loin, bien entendu, dans les différentes stratégies en fonction de ce que vous aurez identifié. Car c'est ça, finalement, dans la médecine personnalisée, c'est vraiment créer un réseau en fonction de vos besoins. Les patients ne sont pas tous les mêmes, on n'aura pas tous les mêmes besoins en fonction des patients, donc en fonction de ce que vous avez identifié, vous allez effectivement utiliser différentes compétences. Et en tout cas, ce qui va permettre de prendre en charge l'ensemble des problématiques qui contribuent donc aux difficultés du patient. Quoi qu'il en soit, on retrouve là aussi finalement des objectifs standards qu'on a en addictologie, toujours des objectifs fonctionnels, réalistes, pragmatiques et évolutifs. N'oubliez pas, on est dans une pathologie chronique, douleur chronique, l'addiction est une problématique chronique, donc il faut absolument que le patient rende acteur de sa prise en charge, donc il doit la comprendre pour pouvoir s'approprier complètement le traitement, y compris les stratégies médicamenteuses. Car in fine, l'objectif, c'est ça, c'est lui permettre de réengager les différents domaines de la vie, et finalement les stratégies, cette figure que vous avez déjà vue pour la prise en charge du trouble d'usage opioïde contexte illicite, on l'applique tout à fait de la même façon dans la problématique du trouble d'usage des opioïdes médicamenteux, car finalement c'est le même raisonnement et qu'à partir du moment effectivement on a permis de stabiliser le patient dans ces différents domaines, qui le renforce dans ces mécanismes, dans ces modes de fonctionnement, dans ces facteurs de protection, on peut tout à fait, bien entendu, donc surtout pas de sevrage aigu parce que c'est le meilleur moyen de déstabiliser le patient, mais faire une décroissance progressive, personnalisée par palier en réévaluant systématiquement
les différentes consommations, qu'elles soient donc les opioïdes, mais aussi les autres consommations, puisque vous voyez que nos patients sont des équilibristes, et quand on n'a pas réglé le problème de fond, eh bien le patient finalement les gère selon ses propres moyens, ses propres connaissances et son propre mode de fonctionnement. Donc les différentes conduites addictives avec ou sans produit, l'état psychique, que ce soit, vous voyez, l'anxiété, l'humeur, le sommeil, bien entendu la douleur physique au-delà de la douleur psychique, et l'engagement dans les différents domaines de la vie. Je vous remercie. Juste vous dire, voyez, l'importance de tout cet aspect donc préventif et l'importance de fonctionner donc en réseau avec les partenaires. À vous de créer votre propre réseau. Il est évident qu'on n'a pas la situation idéale dans les différentes zones de France. Donc c'est à vous de trouver vos partenaires et de créer votre réseau au bénéfice de vos patients. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, Maurice. Tu peux revenir. Je pensais donner la parole pour quelques questions, donc ça sera court pour ensuite la redonner à l'issue du débat. Patrick ? J'aimerais vous remercier beaucoup pour ces exposés d'une clarté incroyable et qui font probablement penser pourquoi la situation en France n'est pas aussi mauvaise qu'aux États-Unis. J'aimerais reprendre cette expérience parce que j'ai été invité à Harvard au FXP Center for Health and Human Rights, droit de la personne, pour parler de l'expérience française et de cette disparité incroyable entre le drame que représentent les overdoses opiacées, à peu près 70 000 morts par an aux États-Unis, ce qui est considérable, et de reparler des deux populations, c'est-à-dire d'usagers de drogue d'une part et de personnes algiques d'autre part. Et notre conclusion, après une journée de débat, pourquoi en France ça n'est pas la même chose? Eh bien, vous l'avez donné. La réduction des risques et l'usage de médicaments comme la buprenorphine en particulier, dont l'usage est simple, l'accès facile, vers des généralistes. Et surtout, le deuxième point, où les droits de la personne sont plus précisément en cause, c'est l'accès aux soins, la gratuité et l'organisation en termes très équilibrés comme vous l'avez bien montré. Donc j'aimerais vous poser une question. Aux États-Unis, on sait, les laboratoires, le fentanyl, etc. Mais en France, et si ça se passait? C'est-à-dire que comment on pourrait... Alors vous avez dit effectivement les mesures préventives, mais quand même le darknet, le fentanyl, la pression des vendeurs, etc. Voilà en gros ce que je voulais vous poser comme question. Merci Patrick, tu as en gros avec ta question engagé le débat. Puisque comme vous l'avez dans le programme, c'était d'essayer directement mêler aux drogues le médicament en ligne de mire. Bon, je vais donner la parole à mes collègues qui vont te répondre. Qui souhaite? Maurice, je t'en prie. C'est bon. Merci pour cette question. Effectivement, le contexte est très différent, la réglementation est très différente entre ce qui se passe aux États-Unis, l'accès aux soins est très différent en France, donc très clairement, le contexte français est une situation particulière qu'on n'a pas effectivement aux États-Unis. Et il n'est pas impossible que si les Américains pouvaient bénéficier d'un accès aux soins comme en France, le problème serait beaucoup plus simple quelque part. Donc on bénéficie effectivement aujourd'hui d'une situation particulière en France en termes de stratégie proposée, en termes d'accès aux soins. Simplement la couverture santé qu'on a en France contribue vraiment largement, et puis la réglementation autour des produits. Marc, un rajout? Je ne peux que répéter ce que Maurice a dit. Pour inciter, c'est ça l'enjeu. L'enjeu de l'épidémie, de ce qui se passe aux États-Unis, c'est pas un enjeu de manque de solutions. C'est un enjeu que la population à risque et à risque d'overdose accède aux soins. Donc c'est ça l'enjeu. Et si cette épidémie arrive en France, et peut-être elle est en train d'arriver, ou peut-être qu'elle est déjà là, la différence, c'est que c'est deux choses. Une partie de la population vulnérable est déjà en contact avec les soins,
Donc c'est les personnes avec des maladies psychiatriques et les personnes avec addiction, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis où la majorité est hors soins. Et ceux qui ne sont pas en soins, le délai pour accéder aux soins, c'est dire si à leur première overdose ils ne décèdent pas, parce que là bon, c'est fini, ils vont accéder et ils ont moins de risques de faire une deuxième overdose mortelle. Certains produits ont été cités tout à l'heure par Patrick. Est-ce qu'on a une idée des molécules impliquées en France ? Alors oui, on avait l'enquête d'essais par toxicantalgiques. Vous avez vu qu'en population générale, c'est finalement le tramadol en premier, hein, très clairement, suivi de la morphine, suivi de la codéine, l'oxycodone, le fentanyl arrive après. Et pareil, y compris pour l'enquête DRAM qui a été citée par Marc Auriacombe, où dans les antalgiques opioïdes qu'on va voir en première position, c'est la morphine, mais parce qu'elle est aussi utilisée à visée substitutive, et on sait que la dangerosité est importante chez ces patients, et on va retrouver, pareil, on va retrouver le tramadol en deuxième position, et on va retrouver aussi la codéine. La fentanyl arrive très tard, très après. Donc aujourd'hui, les problématiques liées au fentanyl ou au fentanyloïde, comme on peut l'avoir dans d'autres pays, pour l'instant, ça reste assez limité en France, hein, comparativement. Est-ce que les MSO sont impliqués ? Et on t'entend. Est-ce que les MSO sont impliqués aussi dans les overdoses en France ? Ah oui, puisque effectivement Marc l'a montré, il y avait un graphique de drame de 2019 où on voit effectivement la différence entre méthadone et buprenorphine. Donc oui, très clairement, hein, les MSO font partie des médicaments aujourd'hui. Mais ceci dit, il faut bien garder en tête que s'il y a du dommage induit par les traitements, il est au total moindre que l'absence de traitement. D'accord. C'est-à-dire un traitement, pour être efficace, il doit être pris, doit être accessible à la personne, et même mal fait, ces dommages collatéraux sont moindres que l'absence de traitement. C'est ça qu'on oublie. Donc c'est vrai que l'idéal, c'est un traitement très bien conduit, et c'est là où la buprenorphine a sa place, il faut mieux un mauvais traitement par buprenorphine que l'absence de traitement. Les gens s'overdosent plus sans traitement. Laurent, pardon, un dernier point, parce que dans le débat, l'enjeu, en fait, finalement, c'est de préserver notre système et de s'assurer que les professionnels de santé, les médecins, et vis-à-vis du traitement des anciennes toxicomanies, des personnes qui ont des comportements dérangeants par ailleurs, soient bien perçus comme des personnes victimes d'une maladie et pour lesquelles le médecin a vocation à les repérer, les aider et apporter sans délai les solutions. Merci. Laurent, désolé, je t'ai fait attendre. C'est pas grave. Marc, Maurice, merci pour vos présentations. Vous n'allez pas être très très content de ma question, mais je vais vous la poser. J'ai bien aimé la notion, Marc, quand tu parlais de patients invisibles. C'est-à-dire que ces patients qui sont devenus invisibles au système sont des patients qui vont bien. Ma première question, c'est est-ce que tu sais s'ils vont bien ou pas ? D'accord ? Ma deuxième question, c'est que les médecins qui s'occupent de ces patients sont devenus invisibles aussi. La preuve, c'est que des médecins généralistes intervenant dans les congrès, aujourd'hui, il n'y en a plus. Ils ne sont plus invités. Alors qu'ils ont fait l'histoire de l'addiction. Et tu en as parlé. Et moi, je pense, et ma question, elle est là, c'est que je pense que si dans la représentation des jeunes médecins aujourd'hui, pour être un médecin qui va rentrer dans le champ de l'addictologie, il faut être un combattant. Il faut faire partie de cette ancienne génération. Et qu'aujourd'hui, vous ne les remettez pas dans le champ, en fait, de la science, entre guillemets, je crois que le combat est perdu. Et si vous avez des solutions, moi, ma question, elle est là, c'est quelles solutions vous avez pour que le médecin généraliste revienne dans le champ de cette action ? Je veux bien démarrer sur la réponse parce que je pense c'est sérieux. C'est sérieux. Il faudrait pour le prochain ATHS, faudrait qu'on prenne plus de temps. Une session médecin généraliste. Et on a pour faire court puisqu'on a peu de temps, c'est-à-dire que oui, pour faire court parce qu'on a peu de temps et c'est peut-être ça le problème, c'est-à-dire on s'est appuyé, on a eu c'est-à-dire pour changer les choses, à un moment donné, il fallait un nombre limité de médecins motivés militants. Ces médecins motivés militants, ils sont militants, mais ils sont motivés, ils aiment le travail qu'ils font. Donc, ce médecin, quand il est dans une communauté, dans une ville, il est content de s'occuper de tous ses patients, et ses collègues sont contents qu'il soit là pour pas avoir à s'en occuper. Ce que tu fais, c'est super génial. C'est vrai que je devrais aussi m'en occuper, mais tu le fais si bien, et puis comme on a plein d'autres choses à faire, donc notre système, il a contribué, peut-être,
à laisser à ce que la majorité des médecins s'en occupent pas. Et l'enjeu aujourd'hui, effectivement, c'est est-ce qu'on repart sur sélectionner quelques médecins militants et on repart pour 20 ans, et puis il faudra un, ou est-ce qu'on cherche à ce que ce problème devienne invisible et qu'il n'y ait plus, que ça ne soit plus un sujet. Qu'on ne dit pas, sujet, traitement, méthadone, opiacé, enfin, aucun intérêt, parce que les gens qui ont besoin d'être traités sont traités, on ajuste, si ça ne marche pas, on demande au spécialiste local, enfin, c'est... voilà, est-ce qu'on parle du diabète et de l'insuline? L'accès, voilà, c'est un non-sujet et personne ne se pose la question. Et c'est ça l'enjeu. Aujourd'hui, on voit bien que la problématique des addictions, c'est avant tout le soin premier. Et c'est important. Et quand on voit la fréquence de la problématique des douleurs chroniques, la problématique effectivement de la prévalence de l'alcool, du tabac, etc. Donc aujourd'hui, les médecins généralistes ont un rôle majeur dans la problématique des addictions. Sauf qu'aujourd'hui, il y a un souci effectivement dans la formation initiale et la formation continue par rapport à ça. Et donc, il est important de leur permettre, comme l'a dit Marc, finalement, il faut que ça fasse partie, je dirais, de leur formation et finalement de ce qu'ils savent faire, puisque finalement tous les éléments qu'on a vus lors des présentations sont des stratégies qu'ils connaissent bien, mais il faut les aider à réinvestir, à se sentir en capacité de faire. Et finalement, quand on conseille, on coach des médecins généralistes, ils sont tout contents parce que finalement ils aident les patients, ça correspond effectivement à leurs valeurs, à leurs référentiels, et ils découvrent des choses qu'ils n'imaginaient même pas finalement. La dictologie a énormément évolué ces 10 dernières années, et finalement ils redécouvrent un autre champ parce qu'ils étaient restés effectivement avec des référentiels assez historiques. Ils s'aperçoivent finalement que, y compris les traitements de substitution aux opiacés, sont aussi des antalgiques. Le buprenorphine, historiquement, le temgésique. Maintenant, la méthadone, le zorion. Donc, ils se disent, mais finalement, donc, on est beaucoup plus transversal encore. Et ça correspond aussi à leur pratique. Mais il y a un vrai travail de réinvestissement, de réengagement, de pédagogie. Alors du coup, ça tombe très bien, puisque la question a été plus ou moins abordée par Laurent en parlant finalement de l'épuisement du stock des médecins militants. D'autant qu'en médecine générale, dis-moi si je dis des bêtises, Laurent, c'est que souvent c'est une pratique exclusive. La plupart des généralistes qui travaillent sur les addictions, notamment les addictions aux opiacés, font généralement beaucoup de ça. Et c'est vrai que les nouvelles générations sont peut-être moins intéressées, et peut-être aussi, pour le coup, on l'a vu au CUNEA, et pour les collègues avec lesquels je me retrouve en thèse, en jury de thèse, beaucoup dissuadent aussi les médecins généralistes d'aller dans cette voie. Beaucoup. Alors, il faut le dire aussi. Je ne vais pas être long parce que j'ai vu qu'il y a des copains là, et on va faire une manif. Je t'assure une chose, Amine, je te promets une chose. Tu as raison sur ça, c'est-à-dire qu'on est dans l'exclusivité, on est devenu des spécialistes pour ces anciens combattants. En fait, il y a une chose qui est fausse. Ces patients invisibles qui vont pas si bien que ça, ils vont bien du côté de la consommation. Et grâce à vous. Mais ils vont bien. Mais ils vont pas très bien du côté de leur cœur, de leur foie, de leurs artères, de leur poids. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est de la médecine générale. Et on va faire revenir les médecins généralistes dans le champ de l'addiction par le somatique, par la clinique et par le fait qu'un patient usager de drogue est un malade qui va mal aussi. Et ça, on ne l'entend plus. Je vous en supplie, une session médecine générale dans les congrès. C'est entendu. Daniel, tu souhaitais dire un mot au fond, Daniel Bader. En attendant, je vais peut-être vous poser une question parce que le temps file. Et vos recommandations en matière de prévention de la mortalité, puisque évidemment on a fixé un peu les objectifs. Non, c'est à toi et à Marc que je pose la question. Quelles sont vos recommandations en matière de gestion de la mortalité? Est-ce qu'il y a des choses à avoir en tête? Ou bien Par rapport à quoi? Par rapport à la mortalité. Ah, la mortalité, il faut prévention. Toujours éviter. Oui, mais c'est inévitable. De toute façon, elle arrivera bien un jour. On est bien d'accord. Non, pardon. Non, mais vas-y, tu peux continuer sur le registre, il n'y a pas de problème. Mais évidemment, c'est un challenge. Mais la réduction de la mortalité, c'est l'accès le plus précoce au traitement efficace. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait le délai le plus court, et dès qu'un médecin repère quelqu'un, ou un professionnel non médecin repère quelqu'un qui a une consommation problématique d'opiacés, qu'il puisse accéder à un traitement par buprenorphine en première intention. Et je dirais, il faut traiter, on réfléchit après.
Alors il y a l'aspect thérapeutique, puis il y a l'aspect préventif. Vous Oui. voyez, aujourd'hui, il est important effectivement de diffuser l'information concernant les médicaments. L'objectif, c'est que les médicaments restent des outils thérapeutiques et pas donc des produits problématiques. Oui. Donc une prévention auprès de la population générale, auprès Oui. des soignants, parce que là on voit à quel point il y a de très nombreuses fausses croyances, des entourages aussi. Donc aujourd'hui, il faut absolument effectivement qu'on fasse de la prévention. Très clairement, les opioïdes, c'est pas comme les benzodiazépines. On voit bien que quand on surconsomme les benzodiazépines, le risque d'overdose, il est comparativement, en tant que d'overdose létale, il est comparativement faible. Vous savez que lorsqu'il y a des décès par intoxication, dans 80% des cas, ce sont les opioïdes. Donc ce sont des produits plus dangereux. Donc la prévention est essentielle. Hello. Daniel a un micro, puis je pose... Non, il n'y a pas de micro. Allez-y, présentez-vous. Question courte. Est-ce que quelqu'un peut donner un micro à Daniel Bader, qui le réclame depuis tout à l'heure, s'il vous plaît, là-haut? Hello. Bonjour, c'est une question pour le dernier conférencier qui est passé. Thank you for your presentation. If this was really about 25 years of addiction. Là, on a parlé de 25 ans d'addiction, mais si ça avait été le cas, ça aurait été bien de savoir comment le traitement a évolué en 25 ans. On parle des problèmes des États-Unis. Le traitement des addictions est très punitif, c'est très dur. Et c'est vraiment pas chouette, c'est vraiment pas agréable. Et c'est pour cela que beaucoup de personnes n'ont pas d'accès au traitement à la méthadone, par exemple. Moi, j'aurais bien aimé savoir comment le traitement à la méthadone a évolué en France. On parle de la qualité de la prise en charge. Ce que les médecins font pour distribuer la méthadone et pour distribuer les médicaments. Mais je voudrais savoir aussi où se trouve la partie comportement, soutien, conseil. C'est-à-dire que si on veut également couvrir les autres comorbidités autour de l'addiction, eh bien, les personnes qui sont sous méthadone, bien que devrait faire le docteur pour aborder ce type de problème? Est-ce que je n'ai pas trop entendu parler de cela? Si nous avons des programmes de traitement à la méthadone, à quel point sont-ils complets? À quel point peuvent-ils aborder ces autres questions, ces autres enjeux? Merci pour votre question. En fait, vous avez vu qu'il y a toute une partie du diaporama qui montre toutes les approches non pharmacologiques. Et dans toutes les approches non pharmacologiques qu'on va appliquer, quelle que soit l'addiction, finalement, c'est permettre aux patients de réengager les différents domaines de la vie, développer des stratégies comportementales différentes. Et là, c'est toutes les techniques, du counseling jusqu'à la psychothérapie la plus évoluée, de manière personnalisée, de manière évoluée. Et donc là aussi, on va le proposer en fonction aussi de ce que demande le patient. Il est évident qu'aujourd'hui, le traitement de substitution n'est que le début d'une histoire. Ça, c'est important. C'est finalement, donc c'est un traitement qui va aider le patient à se stabiliser. Et derrière, il est évident qu'au-delà de la pharmacologie, c'est ce qu'on en fait et comment et à quoi elle sert finalement dans la prise en charge du patient. Donc le projet de vie, la qualité de vie du patient, ce sont les outcomes maintenant effectivement qui permettent de définir la stratégie thérapeutique. Le traitement de substitution aux opiacés est très clairement les médicaments qu'on va pouvoir proposer qui vont aider à stabiliser les patients pour permettre de faire encore autre chose. Merci Maurice. Oui. Oui. Bonjour, une question. Je ne vous vois pas. Je suis là. Allez-y, présentez-vous. Bonjour Julien. C'est pour le dernier présentateur. Vous utilisez dans votre présentation la photo d'un médecin connu comme étant un pantin de Purdue Pharma. Vous utilisez le concept de pseudo-addiction, qui est, il me semble, une invention de Purdue Pharma pour diminuer leur responsabilité dans les addictions lors de la crise des opioïdes aux USA. Pourquoi est-ce que vous l'utilisez? Une photo de... Un des médecins que vous avez en photo. Ah, c'est Webster, c'est tout simplement, il est à l'origine de l'ORT, l'Opioid Risk Tool, donc c'est celui qui a créé ce questionnaire, mais non, ça n'a rien à voir avec Purdue Pharma. Et la pseudo-addiction, non, elle est réelle, hein, c'est une problématique, en fait, en gros, c'est des patients qui vont avoir un comportement qui ressemble à une addiction, mais en fait, le patient, il donne l'impression d'avoir une problématique addictive, mais non, il va gérer, ça, c'est hyper classique dans nos consultations, et c'est très souvent mélangé avec des problématiques addictive ou autre, où en fait il va gérer en fonction de ce qu'il pense avoir, et en fait il va surconsommer des médicaments, mais tout simplement pour régler les symptômes qui ne sont pas gérés correctement actuellement par ces médicaments. Merci Maurice. Une dernière question. Vous pouvez... quelqu'un qui
Qui lève le bras depuis tout à l'heure? Daniel Bader. Voilà. Merci Daniel, non, tu as un micro. Merci Amine. Non, non, mais c'est pas du tout parce que je veux qu'on parle de moi. J'aimerais m'inscrire en faux un peu sur ce que j'ai entendu par rapport à la médecine générale. Certes, la génération des médecins engagés sur lesquels on a tous pris appui est en train, effectivement, de peu à peu quitter le champ de la prise en charge en première intention des patients ayant des problématiques addictives. Mais pour développer en ce moment les microstructures sur l'ensemble du territoire national, il y a beaucoup de jeunes médecins organisés en MSP, en cabinet de groupe, qui sont inscrits dans la prise en charge des patients qui présentent des troubles addictifs, pour peu qu'il y ait une adjonction de compétences, ce qu'on fait dans le cadre des microstructures, et pour peu qu'on s'intéresse aussi de manière régulière à une adjonction de compétences venant des hospitalo-universitaires. Oui. On a un champ énorme de travail, de développement de cette complémentarité-là devant nous, mais les jeunes médecins sont là. Oui. Simplement, ils exercent différemment et ils attendent effectivement qu'on vienne aussi leur donner un coup de main. Oui, voilà. Vous avez tout à fait raison, mais c'est très hétérogène sur l'ensemble de la France. Les microstructures, il n'y en a pas de partout, et on voit bien que c'est très écosystème dépendant. Nous, on voit bien qu'on a un nombre de médecins généralistes qui découvrent l'addictologie sur le tard par les séminaires d'addictologie qui sont faits en médecine générale, et ça crée un engouement. C'est-à-dire que tant qu'ils n'avaient pas assisté à ce séminaire, ils avaient des fausses croyances ou des vieilles connaissances sur les addictions. Donc, à partir du moment où on leur montre ce que c'est que les addictions, on a plein de médecins généralistes et aujourd'hui, on a plein d'internes en médecine générale qui font la FST d'addictologie tellement ça correspond effectivement à leurs propres valeurs. Absolument. Et on constate la même chose, si vous voulez. Donc, il faut qu'on travaille plus ensemble pour leur permettre sur l'ensemble de territoire, effectivement, d'y aller en étant serein et relativement clair dans ce qu'ils vont pouvoir mettre en place. Merci Daniel, merci à tous. Je suis désolé, le temps file. Je vois que les personnes ont faim sont en train de quitter la salle. Je voulais remercier les professeurs Auria Combe et les professeurs de Matisse pour leur éclairage et leur expertise et vous donner rendez-vous pour la suite du programme après le déjeuner. Merci beaucoup et merci au laboratoire Indivior.